Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation d'Afrikinov. Nous allons passer une heure ensemble sur les fondamentaux pour la création d'une structure d'accompagnement d'entreprises innovantes en Afrique francophone. Je tenterai de vous aider à vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans la création de cette structure. Je m'appelle Radia Garrigue, je dirige l'incubateur national à Libreville, au Gabon, et je fais partie du réseau Afrikinov. J'ai une expérience double. Une partie de mon passé a été dans le monde lucratif de l'édition. J'ai monté une filiale et géré la filiale du groupe Hachette Livre pendant 10 ans en Algérie. Et une partie de mon expérience est dans le non lucratif, puisque j'ai dirigé l'Alliance française d'Abu Dhabi pendant 2 ans, de 2010 à 2012. Et depuis maintenant 5 ans, j'ai monté le bureau de représentation de JA, Junior Achievement, au Gabon, donc depuis septembre 2013. Et c'est une association à but non lucratif qui a 3 piliers principaux. Le premier pilier est l'entrepreneuriat, le second pilier l'éducation financière des jeunes et le troisième pilier l'employabilité des jeunes. Nous avons monté ce bureau il y a maintenant 5 ans et nous continuons à nous développer puisque nous gérons plusieurs incubateurs à Libreville et en province maintenant, et nous sommes en passe de monter un réseau de 16 incubateurs à l'échelle nationale. JA est une association non gouvernementale mondiale qui a donc un bureau à Libreville, mais qui est aujourd'hui installée dans 121 pays. Nous allons passer précisément 55 minutes ensemble et les objectifs de la présentation sont multiples. Comprendre à quels besoins la structure d'accompagnement devrait répondre, comprendre l'écosystème existant afin de réaliser un mapping et de définir votre positionnement, comprendre les différents statuts juridiques et la méthode de gouvernance, réfléchir au modèle économique et au positionnement d'une structure, identifier enfin les stratégies partenariales qui seront propices au développement de votre structure. Commençons par ce qui me semble essentiel, c'est de définir d'abord ce qu'est une structure d'accompagnement d'entreprises innovantes. C'est d'abord une structure qui est un lieu de vie, c'est-à-dire qu'au sein de cette structure, nous devons trouver toutes les activités possibles, à la fois de la formation, à la fois de l'expertise, du coaching individuel, mais aussi des outils de travail et des équipements. Mais c'est aussi un lieu où se côtoient des entrepreneurs en herbe, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des accompagnateurs. Donc il y a une espèce de mélange de profils qui permettent de faire émerger des nouvelles compétences. Et c'est aussi un lieu physique où sont regroupés, pour certains, des espaces de coworking, des espaces de mentoring, des espaces de rendez-vous, des espaces connectés. Bref, il faut que ce soit un lieu convivial de partage et d'expérience. Pour bien recenser les besoins des utilisateurs, une méthode a été créée, le design thinking, traduit en français littéralement par esprit design, qui a été développé à Stanford, qui est aussi beaucoup relayé par l'ESSEC à Paris avec la chaire entrepreneuriale sociale, et qui porte en fait sur une focalisation d'abord de l'étude des besoins des utilisateurs. Donc on n'est pas uniquement dans une étude de marché classique comme vous pouvez la trouver ailleurs, mais d'abord se focaliser sur l'utilisateur final et ses retours. Donc nous allons ensemble travailler sur tous les prochains slides sur le design thinking, qui est aujourd'hui une nouvelle méthode qui vous permettra de recenser les besoins véritables des utilisateurs, qui sont pour nous en Afrique les entrepreneurs, et de remonter leurs besoins pour faire une offre réelle, cohérente, qui correspond à leurs besoins. Pourquoi je vous propose cette méthode avant de se lancer dans l'aventure de la création d'une structure d'accompagnement en Afrique? 4 raisons principales. D'abord, on a très peu de données statistiques collectées dans nos écosystèmes. Ça, c'est le premier problème qu'on rencontre. La deuxième raison porte sur ce qu'on appelle la réunionite. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous ensemble, on fait une réunion, je pense que tout le monde connaît ça, et finalement, rien ne ressort de cette réunion, ou si
des recommandations ressortent, de toute façon, elles ne sont pas appliquées. Donc moi, je suis plutôt partisane de l'action, de tester en ligne startup, de réaliser des choses et ensuite de modifier. La troisième raison, c'est de privilégier l'expérimentation et le terrain. Il n'y a pas mieux que le retour des utilisateurs pour comprendre ce qu'il faut changer, ce qu'il faut créer et ce qu'il faut et comment il faut innover. Et la dernière raison qui est dans la continuité, c'est de mieux comprendre son environnement, les attentes des bénéficiaires, donc des utilisateurs, pour adapter son offre réellement à ce besoin-là et réussir. Nous allons définir le design thinking. Le design thinking se résume en 5 étapes, parfois 7. La logique est la même, c'est-à-dire que vous démarrez par une phase d'empathie, où vous essayez de comprendre et d'écouter le besoin des autres. Ensuite, vous définissez une problématique, vous trouvez des solutions, c'est l'idéation. Vous prototypez cette solution, vous la testez et ensuite vous rectifiez. Je vous propose de découvrir ça en images en 4 minutes sur le lien que vous retrouverez dans les bibliographies. Je voudrais juste ajouter que cette étape est une étape clé avant de créer sa structure d'accompagnement pour recenser les besoins des utilisateurs finaux et des bénéficiaires finaux. Passons maintenant à la phase première qui est la phase d'empathie. À cette première étape, il est important que vous soyez vierge absolument de toute information, que vous oubliez que vous savez faire, que vous oubliez que vous avez fait avant. Et l'idée est d'abord et avant tout, d'abord d'observer, donc de voir les utilisateurs et leur comportement en situation réelle, d'interviewer les utilisateurs et les bénéficiaires potentiels lors de rencontres qui sont soit planifiées, soit fortuites, et de vous immerger, c'est-à-dire que vous faites, vous, l'expérience de ce que vit l'utilisateur ou ce que devrait vivre l'utilisateur. Pourquoi est-ce que vous passez par cette étape? Parce que les problèmes que vous allez chercher à résoudre dans votre structure d'accompagnement sont rarement vos problèmes, mais c'est ceux d'abord des bénéficiaires. Donc l'idée, c'est de se mettre en réserve, d'observer, d'écouter, de s'immerger afin de mieux les comprendre et avec empathie, comprendre ce que veut l'autre pour pouvoir y répondre. C'est ça la logique du design thinking sur la première étape qui est celle de l'épreuve d'empathie. Je vous donne un exemple concret. Je suis directrice exécutive de l'incubateur national et pendant notre période justement d'études, de compréhension après 4 ans d'avoir géré cet incubateur, l'idée était d'améliorer nos process. Ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est partagé entre les différents collaborateurs de l'équipe, on s'est partagé les rôles et j'ai choisi, moi en tant que directrice exécutive, l'accueil. Ça a été extrêmement instructif. Je me suis postée à l'accueil pendant 2 heures environ et j'ai observé, j'ai noté, j'ai regardé. Et finalement, j'ai compris ce qui dysfonctionnait. Et pas par mauvaise volonté de notre assistante à l'accueil, mais souvent par incompréhension ou par manque aussi de process écrit. Donc, l'idée était d'améliorer notre accompagnement dans toute la chaîne de valeur, mais la première étape est bien sûr l'accueil. Quand un entrepreneur veut être accompagné, il arrive d'abord au poste d'accueil. Ce qui me semblait moi essentiel pour moi était d'être là à ce moment-là. Et grâce à cette intervention, on a pu, avec notre collaboratrice qui était à l'accueil et l'équipe, travailler sur des nouvelles procédures, sur un nouveau mode d'accompagnement, de réponse aux questions, et on a pu se remettre en cause. C'est ça, cette première épreuve d'empathie, c'est d'effacer tout ce que l'on sait et de pouvoir écouter comme quelqu'un de novice quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant. La seconde étape porte sur la définition du besoin de la problématique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé l'étape d'empathie, où on a observé, écouté, fait des réunions
en petit comité, en plus grand comité, en one-to-one, avec les utilisateurs. L'idée ensuite, c'est de pouvoir définir une problématique commune à laquelle il faut qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire que dans votre positionnement, pour créer une structure d'accompagnement, une fois que vous avez écouté les utilisateurs, vous devez vous dire, OK, donc finalement, le problème majeur et commun à l'ensemble des utilisateurs est celui-ci, et moi, je dois apporter une solution à cette problématique principale. Donc, vous devez d'abord définir un angle d'attaque, c'est-à-dire que une vision en se basant sur les résultats, les observations que vous avez faites, les interactions, les immersions que vous avez pu faire, immersions y compris chez les concurrents. Et vous devez comprendre à cette étape-là le défi à relever, pourquoi vous allez faire vous la différence, quelle est votre plus-value par rapport à d'autres structures qui existent ou pas, parce qu'il y a certains pays où il n'y a pas de structure d'accompagnement. Mais admettons qu'il y ait déjà des structures d'accompagnement, ce qui est quand même la majorité des cas en Afrique francophone. Vous devez vous positionner, vous, comme un acteur majeur qui va faire la différence parce qu'il a écouté d'abord les bénéficiaires qui parfois peuvent être mécontents, mais l'essentiel est de pouvoir définir le besoin réel des utilisateurs. Pourquoi je vous conseille de le faire dès le départ? D'abord, c'est pour éviter justement l'éparpillement. Tellement de problèmes se posent, mais une structure ne peut pas répondre à tous les problèmes. Donc il y a un moment donné où il faut arriver à se concentrer sur un problème spécifique et ne pas s'éparpiller. Ensuite, d'éviter la tâche absolument impossible de concevoir une solution qui répond à tous les problèmes. Ça n'existe nulle part. Donc il faut vous centrer, vous concentrer sur d'abord une étape, un maillon de la chaîne. Et ceci va être repensé de toute façon au fur et à mesure de la mise en œuvre, puisqu'on est tous en ligne startup, c'est-à-dire que vous allez tester, rectifier, réitérer et ensuite continuer le processus. Donc une fois que vous avez à la fois écouté, observé, être immergé et défini finalement la problématique, vous allez maintenant passer à l'étape d'idéation, c'est-à-dire la recherche d'idées. Vous allez entamer cette nouvelle phase sur laquelle vous devez être très ouvert. Vous devez définir toutes les solutions possibles sans chercher à réduire d'une façon ou d'une autre les possibilités. Il faut se laisser absolument open mind, totalement ouvert pour essayer de trouver. Et j'ai trouvé intéressant effectivement ce qu'on fait faire à nos propres startups, c'est-à-dire d'accrocher en permanence des post-it. Et ensuite, les post-it s'arracheront au fur et à mesure de ce qui n'est pas réalisable. Mais à cette étape-là, il est important de absolument s'ouvrir à toutes les possibilités, même celles qui paraissent incongrues et illégitimes. Ainsi, vous pourrez construire à ce moment-là, sur la phase suivante, des prototypes que vous testerez avec les utilisateurs. Mais on n'est pas dans cette phase-là. Cette phase-là est vraiment une étape de recherche d'idées. Pourquoi est-ce que vous devez passer par là? D'abord parce que vous avez formulé un problème et donc maintenant vous devez explorer des solutions. Et là, il faut être ouvert. Pour aller au-delà des solutions qui paraissent parfois totalement évidentes, vous devez passer par cette étape-là pour générer de l'innovation. Il est important en brainstorming, sur ça c'est des étapes de travail en équipe, de pouvoir libérer le potentiel de chacun, mais aussi innover et créer des nouvelles solutions. Et l'innovation, on n'est pas tout le temps dans une innovation, ce qu'on appelle radicale, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais fait ailleurs, et du coup, vous êtes les seuls à l'avoir créé. Mais on est plutôt dans une innovation qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire que vous allez, à partir d'une idée peut-être existante, d'un projet ou d'une entreprise ou d'un incubateur existant dans votre écosystème, pouvoir passer à l'étape suivante en créant une innovation. Cette innovation peut être d'ordre de marketing, mais aussi dans le process, donc ou dans la communication, ou dans la partie financière. Et ce qui est important, c'est de faire la différence avec les autres. Dans ce cas, on parle d'un avantage concurrentiel. La dernière raison pour laquelle il faut passer par cette étape de recherche d'idées et d'innovation,
c'est de récolter un maximum en fait de solutions qui vous permettront de vous challenger et de créer des nouvelles solutions. L'étape suivante du design thinking, une fois que vous avez trouvé un tas de solutions et que vous êtes allé ratisser très large, c'est de commencer à resserrer en prototypant. C'est-à-dire que votre structure d'accompagnement, au même titre qu'une jeune start-up qui se cherche, votre structure d'accompagnement doit prototyper pour pouvoir tester. Le prototype permet, en fait, à des idées différentes de prendre vie. Alors, ça peut se faire dans votre cas avec un mur de post-it, un jeu de rôle, un espace que vous créez en test, un schéma, un storyboard avec différents profils de vos entrepreneurs que vous accompagnerez de bout en bout. Voilà, il y a beaucoup de façons de le faire. L'essentiel pour l'ensemble des collaborateurs, des équipes qui travaillent dessus, de vos associés, c'est que ce soit compréhensible par tous pour pouvoir être testé facilement. Alors pourquoi faire tout ça et pourquoi passer par cette étape? Bon, d'abord, c'est pour apprendre. Hein. Comme on dit, une image représente 1000 mots, un prototype vaut 1000 images. Donc on peut faire le calcul. C'est aussi pour lancer une conversation, pour pouvoir discuter à la fois avec des collaborateurs, des utilisateurs, des panels extérieurs, des partenaires potentiels, pour pouvoir interagir en fait sur quelque chose qui quand même si c'est pas à une grande échelle, mais représente déjà un prototypage réaliste. L'autre point, c'est que si finalement votre structure d'accompagnement, le modèle que vous proposez, ne plaît à personne, au moins vous avez échoué, mais échoué à bas coût. Vous n'avez pas investi tout votre argent, vous n'avez pas levé des fonds auprès de fondations et autres et d'entreprises en faisant croire quelque chose qui finalement n'est pas réaliste par rapport aux besoins de la société dans laquelle vous vivez. Donc il vaut mieux échouer à cette étape-là qu'échouer plus tard. Et enfin, ça vous permet de gérer ce processus de construction, parce qu'admettons que finalement votre structure d'accompagnement et votre prototype plaît et répond véritablement à un besoin, finalement, vous allez continuer dans cette solution et vous allez continuer à développer cette solution. Une fois le prototype terminé, nous allons passer à la phase de test. La phase de test consiste à expérimenter donc vos solutions afin d'obtenir un maximum d'informations et d'avis d'utilisateurs pour peaufiner votre solution afin de l'améliorer. Important, prototyper, c'est comme si vous aviez raison. J'aime beaucoup cette phrase, mais tester, c'est comme si vous aviez tort. C'est-à-dire qu'il faut vous remettre en condition, maintenant, à partir de cette phase-là, pour écouter les retours, accepter la critique pour mieux corriger votre solution. Pourquoi le faire? D'abord parce que les tests enrichissent les itérations des différents prototypes, donc vous allez améliorer de toute façon votre prototype. Ça vous permet également de créer des échanges avec vos utilisateurs ou vos partenaires, d'échouer en même chose qu'en étape de prototype, ou enfin, ça vous permet de valider ou d'invalider les solutions. C'est ce qu'on appelle le go et le no-go. Vous y allez ou vous n'y allez pas. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez peut-être mal formulé la problématique et peut-être qu'il faut revoir votre problématique. 3 points clés à retenir à ce stade-là. D'abord, écouter et analyser les besoins des utilisateurs ou des futurs utilisateurs. Proposer des solutions qui répondent véritablement aux besoins. Et enfin, prototyper et tester la solution en itération, en in-startup, afin de pouvoir l'implémenter correctement. Désormais, vous maîtrisez les fondamentaux du design thinking qui vous ont permis de mieux comprendre la demande des utilisateurs et des futurs bénéficiaires. Maintenant, vous devez vous atteler à connaître votre écosystème afin de réaliser votre mapping. Il y a 2 étapes importantes. La première étape porte sur le recensement et la définition des différents acteurs de l'écosystème, qu'ils soient publics, privés ou associatifs. Et une fois cette étape réalisée, on passera à la deuxième étape
qui sera de réaliser une cartographie de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur de l'accompagnement dans votre pays. Pour vous y aider, nous allons passer en revue ce que l'on trouve généralement dans nos différents pays. Alors, on a répertorié quelques questions qui vont vous permettre d'approfondir votre réflexion. Je ne vais pas être exhaustive et relire l'ensemble des questions, vous pourrez vous en servir. Mais l'idée est de pouvoir référencer l'ensemble donc des acteurs de l'écosystème. Par exemple, qui sont les ministères en charge de la promotion des entreprises? Est-ce qu'il y a une chambre de commerce? Comment fonctionne-t-elle? Est-ce qu'il y a une agence séparée de la chambre de commerce qui crée aussi des entreprises? Quel est le rôle des agences de développement? Est-ce qu'il y a des soutiens particuliers à l'innovation? Voilà, beaucoup de questions déjà portant sur le secteur public. Sur le secteur privé et à but non lucratif, c'est essentiellement des questions autour de vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur offre? Combien y en a-t-il? Où sont-ils installés? Est-ce qu'il y a des écoles de formation à l'entrepreneuriat? Quelles sont les structures de financement pour aider les entrepreneurs à se lancer? Voilà, beaucoup de questions auxquelles il faut absolument répondre avant d'aller plus loin. Une fois que vous avez donc listé les différents acteurs du secteur, que ce soit public, privé ou associatif, la bonne question, effectivement, est de se poser celle de la politique menée par l'État, donc du pays où vous résidez en matière d'entrepreneuriat. Quelques pistes de réflexion pour vous aider à avancer. Alors d'abord, est-ce qu'il y a un plan de développement du pays? Il en existe un au Gabon, le plan stratégique Gabon émergent. Il en existe un au Sénégal, le Sénégal émergent et dans d'autres pays. Quelle est la loi qui régisse la création des entreprises? L'État a-t-il prévu une loi qui régit la création d'une structure d'accompagnement? C'est le cas au Gabon. Nous avons une loi qui définit clairement ce qu'est une pépinière, un hôtel d'entreprise, un incubateur, un espace de coworking et qui régit cela. Est-ce qu'il existe une loi sur les PME? C'est le cas au Gabon. Si je prends ce cas précis, la loi régit la création d'entreprises, mais aussi des avantages fiscaux qui sont liés donc à cette loi. Est-ce qu'il y a des aides à la création d'entreprises? Comment est classé le pays par rapport au Doing Business de la Banque mondiale qui paraît chaque année? Est-ce qu'il y a des aides qui sont dédiées aux incubateurs? Et puis je vous propose de rencontrer notre ministre de tutelle, qui est Madame Carmen Dao, ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national au Gabon, que vous pouvez découvrir et qui décline justement les différentes actions et initiatives qu'a pris l'État pour soutenir l'entrepreneuriat au Gabon. Voilà, nous arrivons à l'étape cruciale maintenant que vous avez listé tous les acteurs, que vous avez bien étudié l'ensemble des lois, réglementations et textes de loi qui régissent la création d'entreprises et la promotion des entreprises dans votre pays. Nous arrivons à l'étape cruciale de réaliser la cartographie, le mapping. Alors, je donne comme exemple le mapping que l'on a réalisé nous-mêmes par rapport à JA Gabon, qui peut être une base déjà de travail. Vous pouvez avoir un mapping global avec l'ensemble des acteurs ou, comme nous avions fait le choix, c'était de travailler uniquement sur la concurrence pour travailler sur nos avantages concurrentiels. Donc ici, vous avez schématiquement notre positionnement par rapport à l'ensemble des concurrents au Gabon. Donc on a défini d'abord et avant tout, c'est important, les différents axes, puisque maintenant vous avez défini les différents concurrents, donc vous connaissez les offres de chacun. Donc nous, on a répertorié toute cette base de données et ensuite on a regroupé en 4 axes. Le premier axe portait sur toutes les structures qui font des programmes ou qui ont des programmes de formation avec des ateliers de renforcement de capacité. Deuxième axe, nous avions toutes les structures qui faisaient du coworking et donc pas de formation. Troisième axe, tous les cabinets d'expertise qui sont nombreux au Gabon. Quatrième axe, tous ceux qui font de l'accompagnement et du conseil aux startups. À partir de là, on a placé chacune des structures sur ces axes-là. Et nous sommes
au centre. L'objectif, bien sûr, de ce mapping est non seulement de placer l'ensemble des acteurs, mais aussi et surtout de vous positionner, c'est-à-dire d'aller là où il n'y a personne, ça c'est l'idéal, mais aussi là où il y a peu de monde. Pour faciliter ce travail-là, qui découle donc des slides précédents et du travail de terrain que vous aurez effectué, moi je vous recommande de commencer par un mapping des concurrents. Et ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez faire celui de l'ensemble des parties prenantes, donc y compris des structures publiques de soutien, de création d'entreprises, etc. Et vous pouvez vous aider du fichier qui est fourni dans la boîte à outils. 3 points clés maintenant donc à revoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie-là? D'abord, de rassembler l'ensemble des informations qui permettent de comprendre l'existant et le documenter. Le deuxième point est de bien connaître son environnement et la concurrence afin de définir ses avantages concurrentiels. Le troisième point, c'est de réaliser une cartographie, un mapping. À ce stade-là, nous avons donc, depuis le début de la formation, défini une structure d'accompagnement, les besoins auxquels elle devait répondre en se posant les bonnes questions et en utilisant la méthode de design thinking, connaître son écosystème et réaliser le mapping, et la politique qui est menée par l'État en matière d'entrepreneuriat dans votre pays. Toutes ces informations vont nous permettre de passer à l'étape suivante qui est celle de réaliser son analyse stratégique. Donc vous avez ici les points clés pour réaliser l'analyse stratégique. Donc on reprend, vous avez écouté les bénéficiaires, vous avez relevé leurs attentes, vous avez analysé le marché, les concurrents, les potentiels partenaires, vous avez inventorié les lois, les décrets, les aides que l'État met à disposition des entrepreneurs et des structures, si elles existent bien sûr. Vous allez donc pouvoir construire le concept de votre stratégie et de votre structure en réalisant votre analyse. Une dizaine d'éléments vont constituer votre analyse stratégique. On va vous demander dans cette formation de réfléchir d'abord aux missions de la structure, à ses valeurs, à son ambition dans les 5 ans. On va réfléchir aussi ensemble à son SWOT. Nous allons travailler sur l'offre de la concurrence, sur sa propre offre qui découle du reste. Nous allons également penser au statut juridique, à la gouvernance, au modèle économique et enfin aux grandes lignes budgétaires. Entrons tout de suite dans le détail. Pour commencer, nous allons d'abord parler des missions de la structure. Il est important pour votre positionnement, pour que les partenaires comprennent ce que vous faites, pour mesurer votre impact, d'avoir une idée claire des missions de la structure. Vous devez définir les missions principales. Il peut y avoir une mission principale ou plusieurs missions. L'autre point qui est important pour partager avec les collaborateurs, avec les partenaires, avec ceux qui vont vous financer vos projets, c'est d'avoir aussi des valeurs. Ces valeurs, comme je dis toujours, si vous demandez l'excellence à des incubés que vous allez accompagner, vous devez vous-même être excellent. Donc il est important de travailler sur 3 à 5 valeurs. Vous pouvez travailler si vous êtes déjà constitué avec des employés, vous pouvez déjà travailler avec vos employés là-dessus, si ce n'est pas déjà fait. Mais ça peut être aussi avec des associés ou des futurs partenaires. En tout cas, il est important de définir les valeurs et de respecter les valeurs tout au long du parcours de création de la structure, mais aussi par la suite. Le troisième point qu'on oublie souvent et pourtant qu'on demande très souvent à des jeunes qui sont en recherche d'emploi, mais on oublie soi-même de s'appliquer, c'est comment vous vous voyez ou comment vous voyez votre structure dans 5 ans ou dans 10 ans. On ne va pas aller jusqu'à 20 ans, mais déjà si vous arrivez à définir clairement votre projet dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera une belle étape de fait. Donc je vous recommande pour cette analyse-là, première partie de l'analyse, de travailler en équipe. Que chacun mette sur un draft, un brouillon, un mur de post-it, les missions, les valeurs et l'ambition, et vous resserrez au fur et à mesure pour sortir avec la quintessence, l'essentiel, de ce qui va être votre image pour la suite.
L'étape suivante est de réaliser son SWOT. Donc le SWOT, c'est vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et les menaces extérieures. Tout ce qui est lié aux forces et faiblesses, ce sont des forces et faiblesses internes à la structure. Tout ce qui est lié aux opportunités et menaces, ce sont des éléments externes que vous ne pouvez pas toujours gérer, mais que vous pouvez anticiper. Si c'est des menaces, ça veut dire que c'est un niveau de risque. Si c'est des opportunités, c'est des opportunités de développement pour la structure. Donc il est important que vous travailliez en équipe, tout à fait objectivement, sur vos forces et vos faiblesses, et que vous puissiez de là extraire une dizaine de points à chaque fois sur l'ensemble des données. Vous formulerez ainsi un tableau à 4 cases avec vos atouts, vos handicaps, qu'ils soient internes ou externes. C'est extrêmement important de partir de là pour pouvoir avancer et développer un projet qui est réaliste. Je donne un exemple. Si un de vos handicaps ou de vos faiblesses est que vous démarrez sans argent, ce qui arrive souvent quand on démarre une structure, il va falloir, c'est une réalité, mais il va falloir pallier à cette problématique-là. Donc ça ne sert à rien d'occulter ce problème-là, puisque de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il ressortira. Donc ce qui est important, c'est de l'écrire, de le formaliser, de le dire, et ensuite de dire, OK, comment je surmonte cette faiblesse? Et vous pouvez trouver, en face de cela, une opportunité qui vous permettrait de pallier à cette faiblesse. Voilà comment doit se structurer votre SWOT. Ensuite, on vous a demandé déjà précédemment de travailler sur l'offre de vos concurrents. Donc là, j'ai répertorié un certain nombre d'éléments clés. Le fichier complet est sur Excel dans la boîte à outils, mais je vais vous expliquer comment il fonctionne. L'idée, c'est de mieux connaître les autres structures d'accompagnement pour pouvoir, dans le slide suivant, travailler sur votre offre. Donc, vous vous aidez de votre mapping, puisque maintenant vous connaissez la concurrence, et vous allez un pas plus loin. Donc, il faut étudier par structure les points clés qui vont faire la différence ou pas entre vous et les autres structures. Je prends l'exemple de JA Gabon. Notre cible est claire, ce sont les jeunes de moins de 35 ans. C'est la règle d'or de JA, c'est l'ADN de JA et donc obligatoirement de JA Gabon. En termes de type d'accompagnement, on fait de la pré-incubation, on fait de l'incubation, on fait du coworking, on forme, on fait des ateliers, on fait du networking, on prépare à la levée de fonds, on a un fonds d'amorçage. Voilà, donc déjà, ça c'est le type d'accompagnement qu'on offre à nos bénéficiaires. On est dans la capitale et également depuis maintenant 1 an en province. On offre aux entrepreneurs l'ensemble des activités gratuitement. Modèle économique, nous sommes partiellement subventionnés par l'État, mais aussi, et beaucoup de nos revenus proviennent d'entreprises privées et de bailleurs de fonds depuis 2 ans. On a comme statut juridique une association à but non lucratif de droit gabonais qui est rattachée donc à une ONG internationale qui s'appelle JA avec un conseil d'administration local, donc une gouvernance locale. On est 32 salariés et on forme par an en moyenne 3000 jeunes sur nos 3 différents piliers qui sont l'éducation financière, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Je vous invite à continuer ce travail maintenant en ajoutant donc une colonne à chaque fois. Comme je le disais, vous pouvez retrouver le fichier complet sur Excel que vous n'avez plus qu'à remplir. L'autre point clé, c'est votre offre. Maintenant que vous avez analysé en détail l'ensemble de l'offre de la concurrence, il faut travailler maintenant sur votre offre. Donc votre offre repose sur la synthèse de tout ce qu'on s'est dit au préalable, c'est-à-dire d'abord la demande des bénéficiaires que vous avez analysée dans le design thinking, l'offre de la concurrence que vous venez de compléter dans le slide précédent et dans votre fichier Excel, les moyens financiers que vous détenez,
les missions que vous vous assignez avec les valeurs et vos ambitions, le soutien ou les soutiens potentiels des partenaires, qu'ils soient financiers ou étatiques, et votre capacité, vous, à lancer et à gérer ce projet. C'est ce qui fera votre offre. Je voudrais revenir sur votre capacité à gérer le projet. En effet, on a tous des parcours différents. Certains viennent du monde lucratif, d'autres du monde non lucratif. Il est important de vous poser les bonnes questions sur vos capacités à pouvoir lancer certes le projet, mais surtout à le développer. Est-ce que vous êtes en équipe? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez un travail en parallèle et que vous montez une structure d'accompagnement en plus, donc d'un métier que vous faites déjà et qui est différent, parce que ça ne va pas donner du tout le même mode de fonctionnement? Est-ce que vous avez recours à des bénévoles? Est-ce que vous êtes dans un cercle, par exemple, entrepreneurial qui vous permet de pouvoir avoir des bénévoles autour de vous rapidement et simplement? Tout ça va définir votre capacité à gérer le projet. Il est très important de se poser ces questions à cette étape-là avant d'aller plus loin, puisque l'idée suivante, c'est de travailler sur votre statut juridique en vue de la création de la structure légalement, que ce soit associatif ou privé. Voilà, on continue à travailler sur l'analyse stratégique et on arrive au point important du statut juridique. Alors, après une enquête qui a été faite par nos soins auprès du réseau Afrikinov, dont vous faites partie, la majorité des structures d'accompagnement du réseau sont associatives. Mais il en existe d'autres. Donc, on a évalué environ à 50% des personnes interrogées ont répondu qu'elles étaient associatives. Mais nous avons également des entreprises, des structures rattachées à une université. Une structure peut être rattachée à une grande entreprise. Une grande entreprise veut monter un incubateur. La structure peut être aussi rattachée à un centre de formation professionnelle. Et il peut arriver, c'était assez rare en Afrique, mais il peut arriver aussi que ce soit sous forme d'un GIE. Donc en fonction de vos intérêts, de votre mission, du modèle économique que vous allez développer après, il est important de choisir le bon modèle qui vous convient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Le choix du statut juridique dépend véritablement de ce que vous voulez faire à l'avenir avec votre structure. Ensuite, nous allons maintenant parler de la gouvernance. C'est un point extrêmement important sur lequel je vais légèrement m'attarder. Car appartenant à une structure internationale, Junior Achievement, qui est installée dans 121 pays, il a fallu que notre ONG internationale, qui a grandi en un siècle, qui a beaucoup grandi puisque nous sommes installés quasiment sur tous les continents, à l'exception de l'Australie aujourd'hui, il était important d'avoir une bonne gouvernance. D'abord pour les partenaires. Il est important que les partenaires aient confiance, parce que nous sommes un tiers de confiance. Mais aussi pour les bénéficiaires. Vous portez avec vous l'avenir de certaines entreprises. Vous allez accompagner ces entreprises. Et nous sommes également très souvent dans nos différents pays des structures qui sont en lien avec les pouvoirs publics. Nous travaillons tous étroitement avec les pouvoirs publics de nos pays. Donc il est important de bien gérer, que ce soit une association ou une entreprise. On se dirait qu'une association, une entreprise, c'est plus facile parce qu'il y a déjà des normes et des obligations légales connues, ce qui est rarement le cas dans les associations où on est plutôt en ce que j'appellerais en freestyle. Mais ce n'est pas du tout le cas. Chez JA, on a un certain nombre de guidance, on a un certain nombre de lignes à respecter. Et régulièrement, nous sommes notés pour vérifier que nous sommes bien dans les normes. Parmi ces critères, nous avons par exemple un rapport annuel à fournir annuellement. Nous avons l'obligation d'avoir un cabinet d'audit externe. Nous avons l'obligation de tenir un fichier documenté, je dis bien documenté avec toutes les fiches de présence,
de tous les jeunes qu'on accompagne. Et nous notons toutes les présences pour chacun. Nos certificats de GE ne sont remis qu'à partir de 80% de présence au programme. Donc tout ça a permis de réguler, et quand GE Gabon annonce ses résultats, les partenaires, les pouvoirs publics ou les bénéficiaires sont garantis de la régularité et de l'honnêteté de nos chiffres. Donc j'insiste là-dessus, il est important de travailler dès le début en toute transparence. Et il y a un point que j'ai appris chez GE également, qui n'est pas souvent le cas dans nos structures, c'est de mesurer son impact. Et si on ne réussit pas un programme, ça nous est arrivé par exemple sur un programme fait pour l'entrepreneuriat de jeunes déscolarisés, nous avions un taux assez important de déperdition, qui variait entre 40 et 45% de déperdition par rapport en début d'année. Nous n'avons jamais caché cela à nos donateurs. Et ce n'est pas pour autant que les donateurs se sont arrêtés de donner. Donc c'est important de travailler en toute transparence. Moi, je recommande pour cela, surtout pour la partie associative, qui est plus difficile à conduire que pour une entreprise, qu'il y ait une bonne gouvernance avec des statuts signés par les membres fondateurs, un règlement intérieur dûment signé, des conseils d'administration réguliers. Nous, chez GE, on a 2 à 4 conseils par an et une assemblée générale. Un conseil d'administration qui est renouvelé selon les statuts. Chez GE, c'est tous les 3 ans. Nous avons également des procédures internes à la structure, mais aussi internes au réseau. Notre comptabilité est tenue sur Sage, donc sur un logiciel de comptabilité. Nous sommes audités une fois l'an par un cabinet externe et nous mesurons notre impact et nos résultats chaque année. Nous avons un format d'indicateur par programme que nous suivons scrupuleusement et nous mesurons régulièrement nos résultats. La gouvernance implique également qu'il y ait un organigramme clair de la structure. Nous devons déclarer nos salariés, que ce soit dans les caisses retraite ou caisses maladie. Nous devons avoir des contrats en bonne et due forme et également un organigramme clair. Vous pouvez télécharger ici un organigramme modèle que vous pouvez adapter à votre structure. Tous ces paramètres doivent être réfléchis en amont pour avoir une bonne organisation et une bonne gouvernance, surtout pour pouvoir ensuite budgétiser l'ensemble des dépenses annuelles. Voilà, nous passons maintenant à une étape également importante qui est celle de préparer son business model. Donc ici, vous avez le modèle Canvas que certains d'entre vous doivent probablement connaître, qu'on utilise beaucoup dans les incubateurs pour accompagner les startups à lancer leur structure. Donc vous avez les points clés à travailler pour vous assurer de la pérennité de votre structure avec la bonne offre, donc ça c'est la proposition de valeur, quelle relation client vous allez développer, donc toujours en réfléchissant à un avantage concurrentiel, puisqu'il faut être plus innovant que les autres, sur quel segment de clientèle vous allez travailler, qui sont vos bénéficiaires, est-ce que ce sont des jeunes de moins de 35 ans, est-ce que ce sont uniquement des femmes, des personnes déscolarisées, des étudiants. Voilà, c'est à vous de définir votre segment. Comment vous allez générer des revenus? En face, qu'est-ce que vous coûte la structure? Quelles sont vos ressources clés, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour démarrer votre structure en termes d'équipement ou en termes de loyer ou en termes de charges liées au fonctionnement? Qu'est-ce que vous avez comme activité clé qui découle de la proposition de valeur? Donc, quelles sont les principales activités de la structure? Vous pouvez retrouver en détail l'ensemble du modèle économique dans le niveau 3, devenir un expert stratégique, sur le module 1, chapitre 1, concevoir son modèle économique. Nous arrivons bientôt à la fin de notre formation et un des points essentiels,
Nous arrivons bientôt à la fin de notre formation et nous allons passer un petit moment sur la préparation maintenant du budget qui découle évidemment de l'ensemble des coûts et des prévisions qui ont été faites dans les slides précédents. Nous allons découper notre budget en quatre grandes lignes. La première, ce sont tous les coûts liés aux formateurs, à la formation. Donc, ça va porter sur le paiement des mentors. Certains incubateurs payent les mentors, d'autres ont des mentors bénévoles. Vous pouvez avoir bien sûr des formateurs, idem, ils peuvent être bénévoles ou payés. Vous avez le staff, donc l'équipe permanente, et tous ceux qui s'occupent de l'accompagnement. Vous pouvez avoir parfois des experts que vous pouvez aussi financer à l'heure ou au forfait ou les avoir bénévolement. Ça, c'est tout ce qui est lié au coût de la formation. À cela peut s'ajouter des manuels ou des outils supplémentaires, des boîtes à outils que vous pouvez également financer. Le deuxième pôle important sont tous les coûts de promotion et de communication. Alors, tous les appels à candidature, toute la communication sur les réseaux sociaux qui est importante pour nous, incubateurs, tous les lancements avec des conférences de presse ou des événements, et également votre site web qu'il faut financer dès la création. Vous avez également tous les coûts locatifs. Alors, les coûts locatifs, ce sont les loyers, les équipements que vous devez acheter, la bureautique, l'informatique, donc les logiciels, les frais de maintenance, l'assurance et voilà, tout ce qui est lié en réalité, l'électricité, l'eau, tout ce qui est lié aux espaces que vous louez ou si vous en êtes propriétaire, il y a quand même des coûts y afférents. Dernier volet, le coût de gestion et de fonctionnement. Donc, vous allez avoir les frais liés à la déclaration des salariés. Vous allez avoir les frais de voyage, les frais de téléphone, d'internet, de restauration, de représentation et beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer dans les frais de fonctionnement. Il est extrêmement important d'avoir un budget prévisionnel au moins sur l'année pour vous assurer qu'en parallèle, vous avez les revenus qui vont pouvoir couvrir vos frais. Les revenus, on en a parlé avant, dépendent de votre offre. Si l'offre est payante ou l'offre est gratuite. Si l'offre est gratuite, ça veut dire qu'il faut aller lever des fonds chez des sponsors ou des donateurs. Si l'offre est payante, vous devez donc générer suffisamment de revenus pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges. Beaucoup d'entre nous font les deux, lèvent des fonds et vendent des petites prestations qui permettent de couvrir un minimum de charges. Pour aller plus loin, je vous suggère d'aller sur le budget qui est proposé dans cette formation sur Excel, que vous pouvez télécharger et compléter en fonction de votre réalité. Nous venons de terminer la réalisation donc de son analyse stratégique. J'aimerais maintenant qu'on puisse résumer en 3 points les différents éléments majeurs. Donc, premier point, bien définir ses missions, ses valeurs et son ambition sur 5 à 10 ans. Deuxième point, réaliser en toute objectivité son SWOT et poser l'offre des acteurs du secteur afin de définir son offre propre. Dernier point à retenir, c'est celui du statut juridique. Travailler en partenariat est absolument essentiel pour un incubateur. Un incubateur, pour rappel, est non seulement un lieu de vie, mais aussi un trait d'union entre beaucoup d'acteurs de secteurs différents, mais aussi beaucoup d'acteurs de nature différentes. Pour mieux vous aider à identifier vos partenaires locaux ou internationaux, j'avais souhaité faire une interview, une enquête auprès des membres du réseau Afrikinov pour avoir de véritables chiffres et une vraie réalité de leur quotidien. Comme vous pouvez le constater, 90% des membres du réseau interrogé ont déclaré que les 3 principales raisons de se mettre en réseau sont les suivantes. Le réseau relationnel que peuvent apporter les partenariats, les échanges d'expériences et les accès à certains financements.
Si maintenant on se focalise sur la nature des partenariats, vous avez 3 principaux partenariats qui ressortent. Le premier, ce sont les partenariats avec les acteurs du secteur, donc l'écosystème entrepreneurial. Les seconds à égalité, ce sont les partenariats avec le secteur privé, mais aussi les partenariats multi-acteurs. Mais cela n'empêche pas d'avoir également des partenariats avec les confédérations patronales, avec des universités, des centres de recherche ou des laboratoires, des bailleurs de fonds et des partenariats avec la société civile, c'est-à-dire les associations. L'essentiel est de bien identifier les partenaires potentiels, de diversifier au maximum les partenariats et de ne pas être mono-partenaires. Et pour finir, que tous les partenariats soient gagnant-gagnant, autant pour la structure que pour les partenaires. Nous allons regarder ensemble maintenant quelques exemples de partenariats gagnant-gagnant. Le premier, je vais partir de ma propre expérience au Gabon. Donc, le premier sur lequel nous travaillons encore actuellement, c'est un programme d'innovation ouverte, en bon français d'Open Innovation. Donc, l'idée est autour de l'incubateur de rassembler l'ensemble des parties prenantes qui peuvent intervenir sur un thème donné. L'objectif étant de pouvoir stimuler l'innovation et de pouvoir accompagner des projets innovants. L'incubateur discute à la fois avec les pouvoirs publics pour définir une problématique, avec les entreprises pour pouvoir définir la problématique et affiner la problématique. L'autre exemple de partenariat que je vais vous présenter rapidement ici est un partenariat de GE Gabon avec un des partenaires du secteur public qui est l'Office national de l'emploi. Nous avons depuis 3 ans signé un partenariat avec un accord cadre où nous avons formé, grâce au programme GE d'employabilité, l'ensemble du personnel de l'ONE, l'Office national de l'emploi, et nous formons au fur et à mesure ensemble l'ensemble des participants et des bénéficiaires. Depuis 3 ans, nous formons en moyenne, nous avons commencé avec 1000 demandeurs d'emploi par an et nous avons augmenté à 2000 et cette année nous sommes à 4000 personnes formées chaque année. Dans ce partenariat, il est totalement gagnant-gagnant puisque nous-mêmes, nous faisons notre métier qui est du soutien à l'employabilité et là sur notre cible principale qui sont les jeunes demandeurs d'emploi, mais l'ONE fait aussi sa mission de service public. L'autre exemple que j'aimerais donner est un partenariat avec le secteur privé. GIA Gabon a plusieurs partenaires stratégiques dans le secteur, dans le domaine du privé, avec des grandes entreprises en général. Et l'idée est de pouvoir asseoir un certain nombre de programmes financés sur de la longue durée. Donc on essaye de signer des partenariats sur 3 ans avec les grandes entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Un bel exemple parmi tant d'autres, nous avons par exemple signé l'année dernière un partenariat avec une entreprise du secteur pétrolier, Nobel Energy, qui nous a permis de lancer des nouveaux programmes, ce qu'on appelle des parcours d'entrepreneurs. Ce partenariat a permis, grâce au fonds qui a été versé par Nobel Energy, de réduire à 75% le coût réel de la formation et les entrepreneurs ne payent que 25% de l'offre que l'on propose. Dernier exemple, celui des partenariats avec les bailleurs de fonds. Nous avons signé depuis 2 années avec l'Union européenne et l'OIF. J'aimerais revenir sur celui de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a permis, grâce à une demande de fonds, de pouvoir financer l'agrandissement et le développement de notre structure sous forme de labellisation des incubateurs. Nous avons pu dupliquer, grâce à l'aide de l'OIF, nous avons pu dupliquer donc notre incubateur principal en incubateur en province et nous avons pu également créer un kit d'utilisation dédié aux partenaires. Pourquoi finalement s'intéresser au développement de partenariats? 3 points clés à retenir. D'abord parce que les partenariats constituent pour chacun des incubateurs un élément clé de développement, mais aussi un réseau relationnel. Et enfin, d'après l'enquête que nous avons réalisée en juin 2018 auprès de tous les membres d'Afrikinov, le réseau Afrikinov permet d'échanger, de se former et d'être plus visible. Voilà toutes les bonnes raisons
de devoir, dès le départ, en amont, préparer des partenariats avant la création et continuer à le faire tout au long de la vie de la structure. Nous arrivons à l'issue de cette formation. Je vous remercie pour votre assiduité. J'espère que cette formation vous aura aidé à mieux créer votre SAEI. Rendez-vous sur la plateforme pour réaliser votre test en ligne et puis surtout bonne chance pour cette belle aventure. Au revoir.